Bonjour tout le monde, je suis Thibaut Diringer, donc le créateur de Corrige ton impôt. Et aujourd'hui, on va voir en détail comment marche le simulateur sur la loi Pinel 2023 que je mets à disposition. Donc je vais vous montrer un peu comment le remplir, mais surtout quelles sont les variables importantes à retenir. Et si vous avez déjà un simulateur ou si vous avez eu une simulation, je vais voilà, vous montrer les points importants à contrôler pour voir si le professionnel vous a vraiment bien tout montré et qu'il n'y ait pas de surprise, de mauvaises surprises après investissement. Donc pour ce simulateur-là, contrairement à d'autres sur le site, j'ai dû le passer sur Excel puisqu'on a beaucoup de variables à remplir. Et la première chose sur un tel simulateur, c'est qu'on puisse rentrer année après année. Donc voilà pourquoi il est un peu aussi complet. Alors, pour l'avoir, vous passez sur le site, je vais mettre le lien en description. Voilà, le simulateur est gratuit, loi Pinel 2023. L'article est ici, j'explique tout par écrit si vous préférez. Et puis sinon, on le fait ensemble en vidéo ici. Pour le prendre, c'est ici, télécharger le simulateur immobilier Pinel, c'est en rouge, c'est en énorme, vous ne pouvez pas le rater. Et puis vous arriverez avec ce fichier. Alors ce fichier peut paraître assez dense, On voit il y a un premier onglet qui est quand même assez gros. Ensuite, vous verrez que tout en bas, il y a quand même un certain nombre d'onglets. Donc c'est tout à fait normal puisqu'on va tout rentrer. C'est-à-dire que si vous voulez un simulateur complet, il faut pouvoir mettre beaucoup de choses. Votre situation familiale, le montant du prêt, le montant des travaux, le montant d'achat du bien, la valeur de revente estimée, etc., etc. Donc le simulateur va tout faire, Il va calculer l'impôt sur la plus-value à la revente, il va calculer les données du prêt, etc., etc. Donc alors, je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. Donc pour le remplir, c'est assez simple, vous remplissez les cases bleues uniquement. Donc dans ce premier cadre ici, vous pouvez rentrer votre situation familiale. Voilà, célibataire, divorcé, veuf ou marié pacsé, le nombre d'enfants à charge et les situations particulières. Si vous êtes parent isolé, c'est-à-dire si vous avez des enfants et que vous vivez seul. Si vous êtes éligible à la case L, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfant à charge, mais vous avez élevé un enfant seul pendant 5 ans. Dans ce cas-là, vous avez droit à une demi-part supplémentaire et voilà, il faut en tenir compte. Ou si vous êtes en situation d'invalidité. Et bien sûr, la dernière case bleue, vous mettrez ici si vous avez un Pinel 6 ans, un Pinel 9 ans ou un Pinel 12 ans. Parce que le logiciel va, voilà, selon votre choix, calculer la réduction Pinel année après année, soit pendant 6 ans, soit 9 ans, soit 12 ans. À noter que le simulateur là vaut pour 2023, c'est-à-dire qu'il est en vigueur avec le barème fiscal de l'année 2023. Pour l'année prochaine, surveillez bien sur le site, alors si vous êtes abonné, vous recevrez de toute manière le nouveau simulateur. L'abonnement est ici, pour ceux que ça intéresse. Sinon, surveillez bien la page d'accueil du site. Je recréerai ce même simulateur, mais avec le barème fiscal 2024 et avec tous les nouveaux taux Pinel, puisqu'on a plusieurs taux Pinel qui seront possibles sur l'année 2024. Là, pour 2023, il n'y en a qu'un, c'est 2% pendant 6 ans ou 9 ans et 1% de 9 à 12. Donc voilà, il suffit de sélectionner ici. Donc ces variables vont principalement servir à calculer l'impôt sur le revenu, parce que c'est très important l'impôt sur le revenu. Votre bien Pinel va engendrer des loyers, ces loyers vont être fiscalisés, ils vont engendrer de l'impôt et des prélèvements sociaux. Et pour calculer l'impôt qui va être engendré par ces loyers, il faut tenir compte de votre situation particulière, de votre nombre de parts et de vos autres revenus qu'on va rentrer après dans le logiciel. Donc voilà, déjà un bon simulateur doit pouvoir calculer ce qu'on appelle votre tranche d'imposition et il faut toutes ces données. Ensuite, ici dans l'onglet 2, vous avez les données du prêt immobilier. Donc si vous faites un prêt pour le Pinel, et je suppose que c'est le cas, vous pouvez mettre le montant emprunté, le taux d'intérêt, la durée du prêt et le taux d'assurance. Toutes ces variables vont aller modifier l'onglet 2, vous voyez ici, où vous aurez tout le tableau d'amortissement qui va se créer ici. Et dans cette petite ligne-là, c'est année après année, puisque voilà, le prêt est intéressant, mais ce qui nous intéresse réellement, c'est la part des intérêts remboursés chaque année, puisque cet aspect-là va être déductible des revenus fonciers,
c'est-à-dire déductible des loyers avant de subir l'impôt, qu'on vient d'évoquer. Et donc il faut absolument pouvoir l'identifier dans un bon simulateur. Donc ça, ce sera grâce à cette donnée-là. Et enfin, dans le troisième cadre, ici, tout à droite, je vérifie que vous le voyez bien, oui, c'est le cas. Vous allez mettre la valeur d'acquisition du bien, frais de notaire inclus, puis la durée de détention avant cession, c'est-à-dire que ce cadre-là, sa seule utilité, ça va être de calculer ce qu'on appelle le taux de rendement interne, on le verra tout à l'heure, c'est le rendement global de votre investissement à la fin. Et donc si vous voulez voir cette variable, et bah du coup il faut dire au logiciel combien vous achetez le bien, combien de temps vous comptez le garder, et à combien vous estimez pouvoir le revendre. Alors on verra que ce taux de rendement interne est tout à fait relatif, mais voilà, si vous voulez en prendre connaissance, il faut remplir ce cadre. Et ça peut être un bon moyen de faire plusieurs simulations. C'est-à-dire, tiens, si je revends, j'achète à 200 000, si je revends à 210 000, que vaut mon investissement? Et si je revends à 300 000, qu'est-ce qui se passe? Si je revends à 150 000, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, cette variable-là ne sert juste à savoir le taux global, on va dire, de l'opération, entre guillemets. Ensuite, en dessous, c'est un tableau qui marche par année. Donc dans la colonne D, on a l'année 1, puis l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5. J'ai choisi de le faire aller sur 15 ans, grand maximum. Déjà, un Pinel, c'est 12 ans maxi. Et même pour ceux qui considèrent qu'ils vont garder ce Pinel au bout de 2 ans et le louer après de manière vide, ça sert à rien d'aller plus loin dans les simulations que 15 ans, hein, puisque c'est du trop long terme après. Le barème fiscal peut changer, la valeur foncière peut changer. On est sur trop long, quoi. Donc je m'arrête à 15. Alors là encore, vous voyez qu'il y a des lignes bleues à remplir. Ça peut paraître fastidieux, mais c'est très très important. Ce tableau-là va servir à calculer l'impôt sur le revenu sans votre bien Pinel, puis l'impôt sur le revenu avec votre bien Pinel. Puisque je vous rappelle, et c'est ce que j'explique pas mal dans mon guide, c'est qu'un bien immobilier Pinel, ok, c'est une réduction d'impôt chaque année pendant 6 ans, 9 ans, donc un montant qui va s'enlever de votre impôt. Mais ce bien va aussi créer des loyers, et ces loyers, c'est un impôt supplémentaire, hein. Les loyers vont subir l'impôt et les prélèvements sociaux, et donc cet aspect-là, il va falloir l'optimiser au maximum, c'est-à-dire, il faut bien sûr profiter de la réduction Pinel, mais il faut surtout faire en sorte de réduire au mieux l'impôt engendré par les loyers qui va rapidement être très très fort si on s'y prend pas correctement. Donc là, moi, dans cette vidéo, je vous explique juste comment marche le simulateur, mais je vous conseille très clairement d'aller bien lire les articles sur le site ou carrément les articles du guide, hein. J'ai mis ici, vous ferez des centaines d'euros d'économie, c'est pas une blague ni une pub, c'est le cas. C'est-à-dire que si vous remplissez mal la déclaration sur les loyers, vous allez payer trop d'impôts sur les loyers et vous allez vous faire manger. Donc voilà, allez le lire. On parlera, j'ai 2-3 petites astuces qui vont sortir comme ça pendant le tableau, mais l'optimisation de votre Pinel passe par là. Alors d'abord, il faut mettre le revenu imposable en année 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai choisi de mettre partout pareil, mais vous pouvez l'adapter chaque année si vous anticipez une prime, une perte d'emploi, etc. Ça va permettre au logiciel de calculer l'impôt sans le Pinel. Puis en dessous, on a ces 3 lignes-là qui permettent au logiciel de calculer l'impôt avec vos revenus habituels, mais en ajoutant ce nouveau bien qu'est le Pinel. Et donc dans ce cas-là, comment ça se passe? Il y a une déclaration d'impôt à remplir dans laquelle vous mettrez les loyers que vous percevez sur ce bien Pinel, et vous aurez le droit de déduire des charges. Et ces charges, je les ai mis ici en vrac, mais on a les intérêts déductibles, les intérêts d'emprunt, qui se calculent tout seuls ici, grâce à l'onglet 2 avec le prêt. Il y a les travaux qui sont déductibles, donc certains types de travaux. Donc là, c'est à vous de les remplir à la main. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme vous le verrez dans le guide, on apprend notamment que voilà, tous les travaux qui sont éligibles, il faut absolument les déduire si possible. Au niveau des travaux, il y a certains travaux qu'on peut mettre soit dans la réduction Pinel, c'est-à-dire dans le prix du bien pour gagner là-dessus 2% par an, soit on peut les déduire des revenus fonciers. C'est bien plus rentable de les déduire des revenus fonciers, donc on va essayer de respecter certaines règles pour pouvoir les déduire des revenus fonciers et ne pas être obligé de les mettre dans la réduction Pinel.
Donc si vous avez suivi ces règles, eh ben, les travaux, vous les mettez bien ici dans la ligne 17. C'est très important, notamment la première année pour créer un déficit. Il y a des règles sur la cuisine, etc. Donc voilà, on va essayer de mettre un maximum de travaux déductibles si possible. Et en dessous, j'ai mis les autres déductions. Il y a 20 €, la taxe foncière sans les ordures ménagères, l'assurance propriétaire non occupant. Mettez aussi les 3 autres charges du prêt, hein, comme j'indique dans le guide aussi, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie. Il y a un petit mail à destination du banquier dans le guide, vous l'envoyez, le banquier va vous répondre quels sont les frais de mutuelle garantie pour votre prêt et vous pouvez déduire ça. Donc c'est très important. Donc toutes ces lignes sont à remplir année après année. Par contre, après, c'est tout. Voilà, tout va se faire derrière automatiquement. Et la vidéo, elle a surtout pour but de vous expliquer ce qui va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va supposer que je suis célibataire. On va faire simple. On va dire que j'ai pas d'enfant. Et je pars sur l'idée de bénéficier de mon Pinel pendant 9 ans. On va aller comme ça. Mon revenu imposable, on va supposer... Donc, on va supposer que j'ai, je sais pas, 40 000 de salaire. Là-dessus, il y a un abattement de 10%. Donc, mon revenu imposable, ça va être de 36 000. En général, pour faire un Pinel, il faut un minimum de revenus, hein, sinon la réduction est perdue. Et les loyers sur ce Pinel, alors je vais mettre 10 000. Ok, on va supposer que je suis à 10 000 par an. Donc, je peux faire année après année. Sinon, vous voyez, si vous connaissez Excel, hein, vous pouvez aller juste jusqu'au bout et mettre 10 000 partout, hein. Voilà. Alors les travaux très importants, je vais supposer que j'ai bien lu le guide Pinel. J'ai fait en sorte de respecter les conditions pour que mes travaux soient déductibles la première année. On va dire que la première année, j'ai réussi à déduire 15 000. Que la deuxième année, je suis à 2-3 000. Et les années d'après, plus grand chose, on va dire peut-être 450 pour des petites bricoles. Et des petites astuces, hein. Je peux garder les petites factures de Leroy Merlin Brico Dépôt en disant que c'est des petites dépenses pour mon Pinel. Donc voilà, on va supposer que j'ai bien optimisé tout ça. Et dans les autres déductions, pareil, on va supposer que la première année, j'ai bien écrit à mon banquier, j'ai pris les frais de dossier du prêt, etc. Et c'est pas rare qu'on arrive à 5-6 000 euros, même plus avec les provisions pour charge. C'est pas rare qu'on arrive à 7 000 en tout, j'ai envie de dire, sur la première année. La deuxième année, par contre, cette fois, on a un peu moins puisqu'il reste plus grand-chose, hein. L'assurance emprunteur, la taxe foncière, etc. Et encore, non, l'assurance emprunteur est inclus dans mes intérêts, pardon, ici. On va être raisonnable les années d'après, on va dire 10 500. Hop, voilà, on va supposer ça. Et là, ma simulation est terminée. Donc, comment marche le logiciel? Donc, je vous explique ligne à ligne. Encore une fois, s'il y a des choses pas claires, essayez de passer en commentaire, mais sinon, allez sur le site, hein, je réponds plus facilement aux commentaires sur le site directement. Donc d'abord, le logiciel calcule le revenu foncier imposable, c'est-à-dire il fait loyer moins charge, et ce montant-là subit l'impôt à la tranche d'imposition et les prélèvements sociaux. Donc on peut prendre l'année 3 ici, loyer moins charge, ça fait 5 647, et ce montant-là subit normalement l'impôt et les prélèvements sociaux. Sauf que sur un Pinel, la première année, ce n'est pas vrai. La première année, vous allez être en négatif. C'est-à-dire que vous allez sûrement avoir beaucoup de travaux si vous les optimisez comme on en a parlé. Et vous aurez beaucoup de charges relatives aux prêts, notamment parce qu'il y a beaucoup d'intérêts d'emprunt. Il y a les frais de dossier de la banque, l'année 1, et les frais dont on a parlé, là, les frais de caution qui sont cachés dans le prêt, mais que le banquier peut extraire. Et donc tout ça fait que l'année 1, vous allez être en déficit. Et donc le loyer, on va enlever les charges et le déficit a une manière particulière de fonctionner qui est assez compliquée, que j'explique dans le guide, où il y a une partie du déficit qui peut s'enlever sur les salaires si jamais ça vient des travaux, et une partie qui peut se provisionner, c'est-à-dire se garder pour annuler un loyer futur pendant 10 ans. Et ce calcul complexe, en fait, le logiciel le fait, hein, je l'ai programmé dans le logiciel. Et c'est pour ça que vous avez tout ce micmac avec le déficit reportable et finalement un nouveau revenu total imposable. Voilà, le logiciel va garder le déficit provisionné, il va en tenir compte, il va le reporter les années suivantes. Et c'est primordial pour une bonne simulation parce que c'est ce qui va se passer dans la vraie vie. Ça va se passer comme ça, hein. Et donc, entre un gain fiscal l'année 1 ou l'année 3, c'est pas du tout pareil, hein.
Le déficit qui s'enlève des salaires n'a pas du tout aussi le même effet qu'un déficit qui se garde, puisqu'il va jouer sur les prélèvements sociaux. Donc voilà, tous ces points techniques sont prévus là-dedans. On a ensuite en ligne 28 la réduction Pinel qui s'affiche. Donc ça, c'est assez facile, hein, c'est 2%, 2% de la valeur d'acquisition du bien. Donc là encore, hein, ce qu'on appelle le prix de revient, c'est-à-dire la base sur laquelle on calcule sa réduction Pinel. Il faut aussi ne rien omettre dedans, hein, donc ça c'est dans le guide aussi. On peut mettre la valeur d'achat, mais aussi les frais de notaire. Il y a certaines dépenses qu'on ne peut pas déduire, qu'on peut inclure là-dedans. Donc je vais supposer que vous avez bien lu mon site ou le guide et que vous mettez le bon montant ici. Et la réduction Pinel sera calculée là-dessus. Donc elle apparaît ici. Et le logiciel calcule deux choses. Il calcule l'impôt sur le revenu avant le Pinel. Et après, il calcule derrière, en ligne 30, 31, 32, la nouvelle fiscalité totale. Et en ligne 33 ici, vous avez la fiscalité sans l'investissement locatif. Donc toutes ces variables, vous pouvez aller dans l'article si vous voulez, je les ai détaillées une à une. Mais concrètement, à quoi elles servent? Elles vont servir surtout à calculer le tableau du dessous, qui est le plus important, le tableau de la ligne 37 à 44. Vous pouvez regarder, hein, c'est quand même intéressant. Mais voilà, tout ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin d'y jeter un œil particulier, mais on en a besoin pour les calculs du dessous. Puisque si vous faites une simulation loi Pinel, qu'est-ce qui vous intéresse? Deux choses, à mon sens, à regarder. La première, c'est 1. Est-ce que vous avez assez d'impôts pour que la réduction Pinel s'applique? Ça, c'est très important, je pense, c'est la première chose. Et donc, pour regarder cet aspect, vous pouvez regarder la ligne 33. Ça, c'est votre impôt sans l'investissement locatif. Et vous regardez la ligne 28. Ça, c'est la réduction Pinel. Si votre réduction Pinel est inférieure à l'impôt sans l'immobilier, effectivement, votre Pinel peut avoir du sens. Par contre, si avant même d'avoir commencé le Pinel, vous n'avez pas assez d'impôts pour potentiellement utiliser la réduction, je vous conseille tout de suite de ne pas envisager ce Pinel. Il n'a pas de sens, hein. Vous risquez de perdre la réduction d'impôt. Donc c'est la première chose intéressante dans ce tableau, c'est regarder la ligne 33 et juger si du coup l'investissement Pinel vaut le coup ou pas. Moi, je laisse une marge de 500 à 1000 euros. C'est-à-dire que cette personne-là qui paye 4380, je peux zoomer, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit cette personne-là sans l'investissement Pinel, elle est à 4394 euros d'impôt. Franchement, faire un Pinel à 4000 euros, on voit ici, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. On est un peu trop proche. Et il suffit d'une perte d'emploi, de la naissance d'un enfant, d'un Pacs avec un partenaire ou une partenaire qui gagne un peu moins. Et du coup, l'impôt va diminuer et notre réduction Pinel va être inutile. Et donc, je vais acheter un bien trop cher par rapport à la réduction Pinel procurée. Une réduction Pinel, ce n'est pas reportable, on ne peut pas l'imputer ailleurs, c'est perdu si non utilisé, hein. On va voir aussi que les loyers, vous voyez, peuvent engendrer de l'impôt et des prélèvements sociaux. Ça arrive souvent au bout de 3-4 ans, puisque les premières années, on a le déficit, là, dont on a parlé. La réduction Pinel ne s'impute pas sur les prélèvements sociaux. Ça peut être sur l'impôt sur le revenu, mais pas sur les prélèvements sociaux. Donc c'est déjà la première variable très importante de vérifier que cet investissement loi Pinel a du sens et qu'on a quand même un peu de marge pour utiliser correctement la réduction d'impôt. La deuxième utilité d'un simulateur loi Pinel, la plus importante, c'est de voir ce que ce bien Pinel va nous coûter chaque année ou va nous rapporter chaque année. Et donc le logiciel sert à ça. Et donc pour faire ça correctement, il faut extraire les bonnes données, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que ce logiciel, qu'est-ce que cet investissement va nous rapporter? Il va nous rapporter la réduction Pinel, on voit ici, mais à condition qu'elle soit utilisée réellement. C'est-à-dire que là, dans mon cas, les 4000 euros sont utilisés. Mais il y a aussi des cas où ils ne sont pas utilisés ou utilisés qu'à moitié et le logiciel en tient compte. Donc pour un réel effort de trésorerie, souvent c'est une petite faille, hein, dans les simulations qui vous montrent. Ils vous disent regardez, vous allez gagner 4000 chaque année. Sauf qu'en vrai, si vous n'avez pas l'impôt suffisant, si vous avez un enfant, si vous vous paxez, bah des fois c'est pas 4000, c'est 2000 ou 1500. Donc ça, le logiciel en tient compte et du coup, pas de surprise là-dessus. Pas de triche, quoi, entre guillemets, hein. Ça, j'en étais où? Et ça, c'est le premier gain. Un autre gain qu'on peut avoir, c'est que s'il y a beaucoup de travaux, la première année, je vous ai dit, on peut avoir un déficit qui s'enlève des salaires. Et donc, ce déficit qui s'enlève des salaires
peut faire baisser l'impôt. Et donc ça, le logiciel en tient compte aussi. Et le troisième revenu, bien sûr, c'est les loyers qui sont ici et donc que le logiciel peut extraire. Donc c'est ma ligne 38, c'est les revenus procurés par le bien. C'est vraiment le plus important. En vert et 40, les deux choses vertes, c'est les deux choses que vont faire gagner votre Pinel. C'est les loyers et c'est la baisse de l'impôt. Donc vous l'avez compris, hein, ce tableau qui est très important, c'est la ligne 37 à 43. C'est le tableau de trésorerie, c'est voir ce que va nous coûter ou nous rapporter le Pinel chaque année. Donc en vert, on a les loyers, c'est facile, et la baisse de l'impôt. Le logiciel, du coup, va calculer la différence entre la fiscalité sans le Pinel et la fiscalité avec le Pinel. Et il va être capable de déterminer chaque année si ce Pinel fait augmenter l'impôt ou s'il fait baisser l'impôt. S'il fait baisser l'impôt, ça apparaît ici, dans ces lignes-là. Ensuite, quelles sont les charges de votre bien Pinel? On a bien sûr le prêt. Le logiciel va pouvoir extraire ce que coûte le prêt grâce au tableau ici. On a toutes les autres charges que vous déduisez de vos revenus fonciers, les travaux, taxes foncières, assurances, tout ça. Donc ces charges sont ici, elles sont déduites des revenus fonciers, mais vous les payez quand même, hein. Pardon. Donc il faut en tenir compte dans les charges chaque mois en plus. C'est des dépenses que vous n'auriez pas si vous n'avez pas investi. Et éventuellement, on peut avoir une hausse de l'impôt dont il faut tenir compte. Alors ça arrive dans plusieurs situations. Normalement, sur un Pinel, on recherche quand même une baisse fiscale. Mais je peux avoir une baisse de l'impôt. Alors déjà quand le Pinel s'arrête, bien entendu, puisque j'ai des loyers qui sont fiscalisés. Mais on a aussi des cas où des Pinels sont mal faits, c'est-à-dire la réduction n'est pas optimisée, où les loyers sont trop fiscalisés. Et donc la fiscalité engendrée par les loyers, du coup, peut dépasser la réduction Pinel. C'est assez rare. En général, c'est des gens qui n'ont juste pas bien déclaré, qui n'ont juste pas bien fait la déclaration, qui ont oublié de mettre des charges ou d'optimiser. Donc encore une fois, je vous ramène vers mon guide pour éviter ce problème-là. Mais on a des fois une grosse perte à ce niveau-là. Et donc, voilà comment marche le tableau. Et le tableau va vous dire réellement ce que ce Pinel vous coûte ou vous rapporte chaque mois. Et donc, beaucoup de gens vont être très surpris puisqu'en général, dans la ligne 43, va sortir un résultat négatif. C'est-à-dire que là, dans mon cas, le Pinel m'a coûté 22 000 la première année. Puis il m'a coûté 5 000 l'année suivante. Il m'a coûté 5 200, etc., etc., etc. Et donc les gens ne comprennent pas puisqu'ils pensaient qu'en faisant un achat immobilier Pinel, ça allait baisser l'impôt, etc. Et du coup qu'ils allaient être gagnants chaque mois. Donc bah, c'est pas du tout le cas, hein. Je veux dire, c'est comme si je vous disais, achetez de l'immobilier, vous allez gagner 100 € chaque mois et dans 10 ans, vous aurez un bien qui vaut 220 000. Ça n'existe pas, hein. Tout le monde signe, hein. Si moi on me dit que je gagne 100 € chaque mois et que dans 10 ans, en plus, j'ai un pactole à revendre qui vaut 200 000, je signe. Tout le monde signe, hein. Donc non, un achat immobilier, souvent, c'est un investissement. C'est-à-dire ça va nous coûter chaque mois et à la fin, on aura quelque chose qui vaut ce que ça vaudra et on espère justement que ça vaudra plus que ce qu'on a dépensé, quoi. Donc la trésorerie en plus, si c'est positive ou en moins, si c'est négative, apparaît ici. Et là, il n'y a pas de triche, hein, il n'y a pas de surprise ou moi, j'ai aucun intérêt à omettre quelque chose là-dedans, hein. Donc ce qui apparaît, c'est réellement ce que ça va vous coûter ou pas. Il y a un ou deux biais dont je vais vous parler après, mais ça va se passer comme ça, hein. Donc là, en l'occurrence, on voit que la première année, ça lui a coûté très cher. Alors effectivement, il a des loyers qui sont tombés. Effectivement, il y a la baisse d'impôts, le gain par le Pinel et un petit gain grâce à la déduction des travaux. Mais ce gars-là, attention, il a payé les travaux. Donc les travaux lui ont coûté. Il a payé le prêt lui a coûté, etc., etc. À noter que les années suivantes, il a surtout le prêt qui tombe. Donc voilà, vous verrez sûrement. Alors des fois, il y a des efforts de trésorerie positifs, mais souvent négatifs, et c'est tout à fait normal. C'est un investissement. Vous payez chaque année. Notez qu'en général, comment dire, qu'est-ce qui fait ça? C'est-à-dire que les gens pensent que essaient de faire un calcul pour que le loyer paye le prêt. C'est-à-dire que si vous avez réussi à faire en sorte que votre loyer paye le prêt, vous avez l'impression que votre effort de trésorerie va à zéro. Mais vous oubliez qu'un bien immobilier, ça vous coûte au niveau de la taxe foncière, ça vous coûte au niveau de l'assurance et ça engendre de l'impôt.
ça va engendrer de l'impôt, hein. Les loyers vont être fiscalisés à la tranche d'impôt et aux prélèvements sociaux. Et donc sur le long terme, comme les intérêts diminuent, l'impôt augmente de plus en plus, quoi, hein. Donc voilà. Donc vous voyez ici ce tableau qui pour moi est le plus important, hein, l'effort de trésorerie. Ensuite, le tableau du bas, on a ce qu'on appelle le taux de rendement interne. C'est-à-dire que vous pouvez dire au logiciel à quelle date vous voulez vendre votre bien et à quel prix vous pensez le vendre. Et le logiciel va vous donner le taux de rendement interne, c'est-à-dire le rendement annuel globalisé du bien. Là, dans mon cas, par exemple, on va dire que si je garde ce bien 15 ans, que j'ai aucune surprise, aucune autre dépense, et que je suppose qu'il s'est revalorisé à 210 000 dans 15 ans, et ben, j'aurais eu un taux de rendement interne de 6,7%. C'est-à-dire que ça aurait été un très bon investissement puisque c'est comme si j'avais gagné 6,7% chaque année. Ce taux de rendement interne, moi je suis pas trop... Je sais que les gens aiment bien l'avoir et je le mets ici et c'est souvent ça qui est mis en avant par les vendeurs, hein. Moi je suis pas très fan parce que déjà c'est un investissement long terme, donc c'est un taux de rendement qui est vu sur le long terme. Et en long terme, plein de choses peuvent changer. Le marché immobilier peut changer, vous pouvez avoir des problèmes de locataires, le barème fiscal va évoluer, vous pouvez vendre votre bien moins cher. Donc prenez ce taux avec des pincettes et surtout envisagez aussi le pire, hein, puisque on voit des celliers aujourd'hui au lait du flot, des anciens dispositifs. Tout le monde a acheté à 200 000, mais voilà, 9 ans après, on peut faire des simulations sur 9 ans, ça fait un taux de rendement interne énorme. On peut aller regarder, 12%. Et c'est normal, on a profité de la réduction à fond. Là, j'ai vraiment supposé qu'il y avait le loyer tombe tout le temps, aucune autre dépense, une réduction parfaitement adaptée à l'impôt. Mais dans la vraie vie, ça va pas se passer comme ça, quoi, hein. Dans 9 ans, tout le monde va vendre en même temps. Les Pinel, c'est par zone. Et donc, ça se trouve, votre bien, vous allez le vendre 160 000. Et là, tout de suite, ça va moins rigoler, hein. Là, on arrive sur de 2%, quoi. Donc voilà, le taux de rendement interne dépend totalement de la valeur de revente au terme de l'opération. Donc vous pouvez faire des simulations pour voir, mais aujourd'hui, voilà, qui sait combien vous allez revendre votre bien dans 6 ou 9 ans? Personne, personne. Et ce serait idiot de se baser là-dessus pour... personne ne peut savoir, hein. Et tout le taux de rendement interne se joue là-dessus. Donc bon, peut-être dans 9 ans, vous allez avoir besoin de votre bien, voilà, qui sait quoi. Donc utilisez ça surtout pour visualiser l'effort de trésorerie et réussir à vous dire, bon, ça va me coûter tant, tant, tant sur les 3, 4, 5 premières années. Ok, je peux le supporter, du coup c'est peut-être un bon investissement. Deuxième utilité du logiciel, c'est de vous dire, tiens, est-ce que j'ai l'impôt suffisant pour utiliser la réduction Pinel? Est-ce que j'ai un peu de marge entre les deux? Voilà. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, il y a dans le troisième onglet ici, vous pouvez aller voir la plus-value immobilière. Alors là, en l'occurrence, c'est 0 parce que j'ai mis une moins-value, mais on va supposer que de manière incroyable, je le revende 50 000 € plus cher dans 9 ans. A noter que c'est aussi une petite astuce des simulateurs en banque, etc., hein. Ils supposent une revalorisation annuelle positive, des fois même à 0. Ils vous disent, écoutez, on va supposer que vous le revendez au même prix, et ça fait un super taux de rendement interne. Sauf que même le revendre au même prix, on a beaucoup de celliers ou du flot, c'est pas du tout le cas, hein. Donc voilà, attention à ça. Le Pinel est survendu parce qu'ils savent qu'il y a la réduction, et au moment où vous allez le vendre, vous n'allez plus le survendre, hein. Donc vous allez perdre cette décote, et même si du temps a passé, on n'est pas sûr d'être au-dessus. Bon, toujours est-il, si je suppose une plus-value, au moment où vous vendez un bien loué, la différence entre les 200 000 et les... Il y a ma tête en plein dessus, je me l'enlève. Voilà. Je suppose ici là qu'une plus-value à 250 000. La différence entre les deux là, les 50 000 € gagnés, subissent aussi une fiscalité particulière qui est calculée dans l'onglet 3. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. Elle est aussi expliquée en détail sur mon site ou dans le guide, hein. Mais voilà, on a des abattements spécifiques. Puis il y a un abattement selon le nombre d'années où on a détenu le bien. Et ensuite, on a l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et des fois une taxe complémentaire. Donc le logiciel calcule tout ça à l'euro près et il vous met ici l'impôt total sur la plus-value. Donc dans ce cas-là, 5 783 €, il en tient compte dans le taux de rendement interne.
Voilà, donc j'espère que le logiciel vous ira. Prenez-le avec des pincettes, c'est de toute manière, aucun logiciel ne peut coller à la vie réelle. Vos revenus vont évoluer, vous pouvez avoir des problèmes de locataire, les frais d'agence peuvent changer, peut-être faudra rédiger un nouveau bail, ça va vous coûter 1 000 euros. Si vous revendez avant, il y a peut-être le logiciel prend en compte le remboursement du prêt, mais il ne prend pas en compte que vous allez avoir des pénalités qui sont propres à chaque prêt. Enfin bref, c'est un simulateur et donc par définition, plus vous regardez loin, plus ça va être faussé. Il faut vraiment l'utiliser sur du court terme. À noter qu'il y a 2 biais dans mon simulateur, c'est vrai que j'avais dit que j'en parlerais. Le premier, c'est que vous ne pouvez pas mettre plusieurs prêts. Il y a même 2-3 biais, hein, je vais les lister. On peut mettre qu'un seul prêt. Et c'est vrai que si vous avez des prêts un peu étalés comme ça dans le temps, ce sera pas possible de le mettre. Une des solutions, c'est de ne pas mettre de prêt, mettre le prêt à 0. Et la ligne d'intérêt déductible, du coup, là, sera à 0. À la place, vous mettez les intérêts déductibles chaque année, vous les calculez avec votre tableau d'amortissement, puis vous les mettez avec les autres déductions ici. Du coup, le tableau de trésorerie sera juste. Et il faudra ajouter les charges du prêt à la main dans le tableau de trésorerie, quoi. Donc, c'est une option, mais en tout cas, voilà, je ne peux pas mettre plusieurs prêts. On ne peut pas mettre le régime micro-foncier, c'est-à-dire qu'au lieu de déduire tous les frais, on peut aussi choisir d'avoir un abattement de 30%. C'est très rare sur du Pinel. Ce logiciel est là pour voir à court terme. Un Pinel qui n'est pas acheté à crédit, moi j'ai encore jamais vu, hein. Et dès lors qu'il y a un crédit ou des travaux, si vous lisez le guide, vous allez trouver des travaux à mettre là-dedans. Et du coup, le régime micro-foncier n'est jamais une solution pour le Pinel. Donc je l'ai pas inclus là-dedans. Si vraiment, pour je ne sais quelle raison, vous voulez mettre du micro-foncier, pas de problème, hein. Comment dire, c'est 30% de moins des loyers. Donc vous prenez je sais pas, imaginons qu'au bout de 7 ans, là, hop, encore enlever ma tête qui gêne un peu là. Imaginons que la 7e année, je veux supposer que je passe au micro-foncier. Vous mettez du 0 partout là, c'est-à-dire que sur 10 000, j'ai un abattement de 30%. Donc les intérêts d'emprunt, je ne peux pas trop les changer avec le logiciel, mais je fais en sorte d'arriver pile à 30% qui vont s'enlever. 30% de 10 000, ça fait 3 000. Et donc si je mets 1503 ici, 1503 et 1497, ça fait 3 000. Donc j'ai 10 000 moins 3 000. On voit ici, là, j'ai 7 000 de revenus fonciers imposables. C'est comme si j'étais au micro-foncier. Vous pouvez faire ça jusqu'au bout. Donc ça, c'est une possibilité. Et enfin, le gros biais de mon logiciel et de tous les simulateurs, d'ailleurs c'est toujours le même, c'est qu'il ne prend pas en compte le décalage de 1 an dans le temps, puisque les loyers, là, je prends une année 2023, je paye mes loyers en 2023, je paye mon prêt en 2023, je paye mes travaux en 2023. Le logiciel calcule l'impôt automatiquement, mais en réalité, l'impôt, je vais le payer dans un an après. Et donc, j'ai un décalage comme ça entre l'impôt payé et les revenus perçus et les charges payées, qui n'est pas pris en compte ici, sans compter l'évolution du barème fiscal qui va changer cet impôt année après année. Donc ça, c'est un gros biais qui joue pas mal quand même dans le calcul du tableau de trésorerie, hein, parce qu'on a un petit décalage, et qui joue énormément sur le taux de rendement interne, puisque un revenu dans un an, c'est pas du tout pareil qu'un revenu dans 2 ans. Pareil pour une charge dans un an, c'est pas du tout pareil pour une charge dans 2 ans, notamment dans le calcul du TRI. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Et enfin, pour les puristes, le taux à la source n'est pas mis dans le logiciel. Ça, tout simplement, parce qu'il n'a pas vraiment... Il a une petite importance pour le taux de rendement interne, mais je veux dire, le taux à la source n'est qu'une avance, hein. Donc, effectivement, vous avez peut-être payé, je sais pas, je dis une bêtise, 2300 euros à la source en année N, mais l'année d'après, ces 2300 à la source payés vous sont remboursés à l'euro près. C'est pas l'impôt à la source qui nous intéresse, parce qu'on l'avance, on nous le rend à l'euro près. Qui va nous coûter réellement, c'est l'impôt calculé, et c'est ce qui est calculé avec le logiciel. Donc ça, le fait qu'il n'y ait pas l'impôt à la source là-dedans, c'est pas très gênant. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair. Je suis disponible pour répondre aux questions. Sur les vidéos YouTube, c'est rare, hein. Voilà, vous connaissez sûrement le site, hein, c'est des millions de visites par an, et je réponds tout le temps aux commentaires. Donc mettez plutôt un commentaire sur l'article, vous aurez plus de chances d'avoir une réponse. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ça vous a plu. On mettra tout ça à jour en 2024 le plus vite possible, et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.